sur la protection des données personnelles et je suis dirigeante de la société L'Exactitude. L'Exactitude, c'est donc un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des entreprises. Et moi, je propose principalement trois missions. La mission de déléguer à la protection des données. Je réalise également des audits RGPD. Et enfin, je propose des formations. Donc, j'ai une formation qui est spécialisée purement RGPD et une deuxième qui est un peu enfin, qui est la suite de cette présentation finalement. C'est tous les enjeux juridiques qu'on a autour de l'utilisation de l'IA et de l'intégration d'une IA au sein d'une structure. Donc là, pendant ce webinaire, je vais vous parler de plusieurs choses, mais en amont, je pense qu'il est important de définir et de poser les choses pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Je vais d'abord vous définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Alors, la définition, je ne l'invente pas. Elle vient de l'IA Act. J'aurai l'occasion de reparler de ce règlement européen dans son article 3. Donc, la définition, elle est un peu lourde, mais je vais quand même vous la lire. C'est un système automatisé qui est conçu pour être utilisé avec différents niveaux d'autonomie qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit des résultats tels que des prédictions, des recommandations, des décisions influant sur des environnements physiques ou virtuels. Bon, quand on a dit tout ça, on n'est pas plus avancé. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un système qui va recevoir des données en entrée. On va ensuite, grâce à un modèle d'apprentissage, entraîner ces données. Il y a différentes techniques qui existent à ce niveau-là. Je ne vais pas vous en parler parce qu'on va sinon on va trop rentrer dans la technique et un peu sortir du juridique. Et une fois que cet entraînement il est réalisé, on va pouvoir utiliser l'IA et l'IA va nous produire un résultat en sortie. Donc le résultat en sortie, il peut être de différentes natures. Ça peut être une décision, une recommandation, une classification, une prédiction. Donc ça, c'est la définition juridique de l'intelligence artificielle. Je redéfinis le RGPD pour ceux et celles qui ont encore des doutes sur sa définition. Donc le RGPD, c'est un règlement européen qui va encadrer, pardon, qui va encadrer la collecte, l'utilisation, le stockage et le partage des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un support et un support sur les données personnelles pour qu'il puisse être appliqué. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018 et il va concerner tout ce qui est données personnelles de résidents européens. Ça veut dire qu'une entreprise qui est hors Europe, mais qui va traiter avec des résidents de l'Union européenne, est concernée par le RGPD. Une donnée personnelle, c'est quoi? Quand je vais vous parler de données personnelles par rapport à l'intelligence artificielle, une donnée personnelle, ça va être une information qui va permettre d'identifier ou de rendre identifiable une personne, soit directement, soit indirectement. Donc en réalité, ça recoupe beaucoup plus de données que ce qu'on s'imagine. Évidemment, il y a des données telles que le nom, le prénom, l'adresse mail nominative, etc. Ça, ce sont des données personnelles, on n'a pas de doute là-dessus. Il y a des données où on va pouvoir se poser la question, mais en réalité, dès qu'il y a un recoupement d'informations possibles qui va permettre de rendre identifiable une personne derrière, alors ça va être considéré comme de la donnée personnelle. Et ça, c'est une information qui est très très importante dans le cadre de l'usage de l'IA, parce que vous allez le voir, souvent en IA, on va utiliser des données qui a priori va nous sembler anonymes, va nous sembler pas de la donnée personnelle, mais en réalité, comme une IA, il y a énormément de données à l'intérieur. Très souvent, ce sont des données personnelles et donc ça engendre des problématiques par rapport au RGPD. Mais j'y reviendrai. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler de plusieurs points. Je vais vous parler de la cohabitation entre le RGPD et l'IA. Je vais casser quelques idées reçues. Je vais vous parler de l'intégration d'une IA au sein d'une entreprise. Je vais vous l'illustrer avec une étude de cas parce que je pense que c'est ça qui parle le plus. Et enfin, je vous parlerai des réglementations actuelles et surtout des réglementations à venir. Alors, sur la cohabitation du RGPD et de l'IA. Pour vous expliquer cette cohabitation, je vais vous parler de deux choses et je vais vous donner des exemples derrière. Je vais vous rappeler certains principes du RGPD. Je vais vous expliquer le lien qu'il peut avoir entre l'intelligence artificielle et la notion de données, et notamment de données personnelles. Et on parlera de quelques exemples concrets. Sur les principes du RGPD, donc ils ne sont pas tous là, bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Je vous ai indiqué ceux qui sont encore plus intéressants par rapport à l'intelligence artificielle.
Évidemment, tout ce que je vous dis là, ça s'applique aussi sur n'importe quelle donnée personnelle, hein. Mais là, voilà, je reste focus sur l'intelligence artificielle. Donc, on a le principe de licéité, loyauté, transparence. On les met souvent ensemble parce qu'ils vont de trio, du coup. Licéité, ça va être le principe qui dit qu'on doit collecter des données de manière licite. Alors, je vous dis pas de manière légale, parce que ça sous-entendrait qu'il y ait forcément une loi, mais c'est pas forcément vrai. Le RGPD, il indique qu'on peut collecter des données selon, il y a 6 bases de licéité. Les plus connues sont l'obligation légale, donc typiquement l'employeur qui va collecter des données pour répondre à des obligations légales vis-à-vis de ses salariés. On peut avoir le contrat, donc par exemple, vous avez un contrat avec vos clients, vous avez un logiciel, vous vendez un logiciel à vos clients, bah, il y a un contrat avec lequel vous êtes lié, vous êtes amené peut-être à stocker des données de vos clients sur le logiciel. Donc là, voilà, vous avez le contrat qui justifie la collecte de données. Euh, voilà, pour vous donner des exemples. Après, il y a évidemment le consentement qui est très connu aussi sur la possibilité de collecter des données personnelles. Loyauté, ça signifie que quand on collecte des données, on le fait de manière loyale. Euh, pour vous donner l'exemple, par exemple, vous avez une collecte de données où on vous demande de cocher une case qui est un peu avec une formulation alambiquée du style euh, en cochant cette case, je ne consens pas à refuser de transmettre mes données. Bon, on a lu cette phrase, on n'a toujours pas compris ce qu'elle voulait dire. Là, il y a un problème de loyauté dans la collecte de la donnée. Donc, cette formulation est proscrite par le RGPD. Et vous avez aussi le principe de transparence. Donc, évidemment, on doit dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est d'autant plus vrai en intelligence artificielle. J'y reviendrai tout à la fin. Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle ne disent pas ce qu'ils font des données, quelles données, sur quelles données ils collectent toutes les informations. Enfin, sur quelle base légale ils collectent toutes les données qu'ils ont. Donc voilà, il y a une vraie problématique de transparence. Minimisation. Le principe de minimisation à RGPD, ça signifie qu'on ne collecte les données on ne collecte que les données dont on a besoin pour réaliser la finalité qu'on a déterminée, la raison pour laquelle on collecte des données. Je vous donne un exemple. Quand on s'inscrit à une newsletter, on n'a aucune raison de demander la date de naissance de la personne. Donc, principe de minimisation qui dit pour une newsletter, on collecte uniquement l'adresse mail de la personne, même avec son consentement, j'entends, hein, parce que la finalité n'inclut pas qu'on peut collecter d'autres données que l'adresse mail. C'est encore plus important dans l'usage de l'intelligence artificielle, notamment quand on entraîne des modèles, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, ça va même nuire à l'efficacité de l'IA si on met trop de données qui ne sont pas pertinentes par rapport à la finalité de l'intelligence artificielle. J'y reviendrai par la suite, mais en fait, quand on met en place une intelligence artificielle au sein de sa structure, on doit définir pourquoi on utilise de l'intelligence artificielle, à quoi va servir cette intelligence artificielle. Donc ça s'appelle la finalité. Pourquoi? C'est la réponse au pourquoi je fais ça. Et donc derrière, les données qu'on va collecter doivent répondre à ce pourquoi. Si on met des données qui ne répondent pas à ce pourquoi, enfin, par rapport au fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça va nuire en fait au système. Donc c'est d'autant plus pertinent pour l'efficacité de l'intelligence artificielle de respecter ce principe. Les durées de conservation, ça c'est une vraie problématique sur l'intelligence artificielle parce que on doit toujours en RGPD définir des durées de conservation. On a la fausse idée qu'une durée de conservation, c'est forcément une durée dans le temps. C'est pas forcément vrai, ça peut être une durée par rapport à un événement. Et là, ce que je vais vous dire ne tient qu'à moi, mais je pense que c'est ce qui va être défini au niveau des intelligences artificielles par rapport à ça. Ils vont pas définir par rapport au temps, parce que ça n'aurait pas forcément du sens par rapport à leur business en réalité. Ils vont certainement le définir par rapport à un événement. L'événement, c'est peut-être la fin de l'intelligence artificielle. Là, vous allez me dire, oui, mais au final, ça veut dire qu'on ne définit pas vraiment une durée de conservation. Oui et non, on respecte quand même le RGPD puisqu'on définit une limite via un événement. Sécurité et confidentialité, j'y reviendrai dans un de mes exemples. La sécurité et la confidentialité, surtout si vous intégrez un modèle d'intelligence artificielle en interne dans vos structures, c'est hyper important parce que vous allez forcément mettre des données qui sont relatives à votre entreprise ou à votre structure au sein de cette IA. Et donc, il faut protéger ces données de la même manière que vous les protégez en interne.
De l'autre côté, quand on a des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle, typiquement, moi je le vois beaucoup en ce moment depuis plusieurs mois dans mon métier, mes clients, ils ont des salariés qui utilisent ChatGPT entre autres, pas que, pour répondre à leurs problématiques du quotidien, répondre à leurs missions. Quid de la confidentialité par rapport à ça? Euh, les salariés se rendent pas forcément compte que quand ils donnent à l'IA des informations sur leur entreprise, ils sont en train de rompre leur clause de confidentialité. Moi, aujourd'hui, ce que j'invite à faire chez mes clients, ce que mes clients, je les invite vraiment à faire, et donc je vous invite aussi à le faire, si vous avez des contrats de travail ou des chartes informatiques au sein de vos structures, c'est d'intégrer la confidentialité vis-à-vis de l'IA. Souvent, la clause de confidentialité au niveau du contrat de travail, elle couvre en réalité cet aspect-là, hein, de transmettre des données en dehors de l'entreprise sans autorisation. C'est interdit par la clause de confidentialité. Je vous invite à l'écrire explicitement parce qu'on ne sait jamais devant un juge les interprétations qui peuvent en être faites. Et l'objectif, c'est quand même que le salarié ne le fasse pas, au-delà de vous protéger juridiquement. Donc attention sur ce point-là. Et principe de responsabilité, eh ben, évidemment, on est responsable des données qu'on utilise et des sous-traitants et des sous-traitants à qui on est susceptible de transmettre des missions de traitement de données en notre nom et pour notre compte. Donc là également, faites attention, quand vous utilisez une IA qui n'est pas conforme au RGPD, vous engagez vous-même la responsabilité potentielle de votre entreprise si vous vous transmettez des données de vos clients à cette IA parce que vous vous devez de vérifier qu'elle est conforme au RGPD. Je ne vais pas attendre pour le spoil. Il n'y a pas beaucoup d'IA, voire aucune à ma connaissance, qui est réellement conforme au RGPD. Donc on le fait avec attention. Quand on utilise, je vous donne l'exemple de ChatGPT parce que c'est quand même le plus connu, on essaie de limiter, voire de ne pas transmettre de données personnelles à cette IA pour éviter les problématiques RGPD. Et dans le doute, on décoche la case d'auto, parce qu'aujourd'hui, c'est précoché dans ChatGPT, dans les paramètres que vous transmettez, vous autorisez l'utilisation de ce que vous donnez pour entraîner les futurs modèles d'IA de OpenAI. Je vous invite à décocher cette case cette case dans les paramètres de ChatGPT, que vous ayez une formule payante ou gratuite, c'est la même chose. Sur l'IA et les données. Donc, à quel moment on a de la donnée personnelle qui peut entrer en jeu quand on utilise de l'intelligence artificielle? Évidemment, dès l'entraînement des algorithmes, puisque c'est là qu'on va mettre le plus de données au niveau des modèles d'apprentissage. Et là, on peut avoir beaucoup, beaucoup de données. Donc, attention, dès ce niveau-là, j'y reviendrai aussi. On a la CNIL qui nous a donné des recommandations par rapport à ça. Quand on rédige le prompt, donc le prompt, pour rappel, c'est la consigne que l'on va rédiger à l'intelligence artificielle générative, là en l'occurrence. Dans le prompt, attention, ne pas mettre de données personnelles. Euh, il y a quelques temps de ça, j'avais assisté à une conférence d'une entreprise qui faisait du marketing et qui expliquait que pour gagner du temps, alors l'idée n'était pas mauvaise sur le principe, hein, pour gagner du temps, elle faisait répondre l'IA à ses mails de ses clients. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le mail, elle le transformait en fichier, elle le donnait à ChatGPT, et puis ChatGPT lui faisait des réponses modèles, clés, enfin voilà. Et oui, effectivement, elle gagnait du temps. Elle avait oublié l'aspect RGPD. Elle était en train de transmettre des données personnelles à ChatGPT sans en avoir informé ses clients, sans même s'en rendre compte parce que la problématique RGPD, elle l'avait même pas vu arriver. Donc, il faut faire attention, on l'a dès ce moment-là. Génération de contenu, bien évidemment, puisque vous pouvez amener à avoir de la donnée personnelle qui ressort, notamment si dans les deux premiers que je vous ai cités, vous en avez mis ou les développeurs de l'intelligence artificielle en ont mis. Donc attention, vous pouvez aussi avoir des problématiques RGPD, surtout si vous allez utiliser le contenu derrière, de données personnelles suivant les contextes. Et on a aussi tout ce qui est prise de décision automatisée, je vous en reparlerai un petit peu après, qui forcément va impacter les individus et on va créer de la donnée par la décision automatisée. Et donc, on a encore des problématiques RGPD qui peuvent être beaucoup plus importantes à ce niveau-là, qui vont se mettre en place. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça vous parle un petit peu. Des exemples de votre vie courante que vous avez peut-être analysé comme effectivement de l'usage de l'IA.
tous les assistants vocaux, donc les Siri, Alexa et compagnie. Donc là, forcément, quand vous leur donnez des consignes, vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous dites Siri ou Alexa pour les interpeller et les faire démarrer, ça veut bien dire qu'elles sont tout le temps en train de finalement, alors, sans vouloir faire la complotiste, mais elles sont tout le temps en train d'écouter, puisqu'il faut qu'elles réagissent aussi à ces mots-là. Donc là, il y a quand même beaucoup de données qui peuvent être collectées, notamment la voix. La voix, j'y reviendrai, c'est un attribut de la personnalité, c'est une donnée personnelle. Toutes les requêtes, elle va collecter des données sur vos habitudes de vie, sur votre localisation, potentiellement sur vos contacts, parce que vous avez donné accès sur votre téléphone. Si un jour vous avez du temps à tuer, regardez un petit peu les autorisations que vous avez sur toutes vos applications. Vous allez voir, vous avez beaucoup d'applications qui vont sur des endroits de votre téléphone alors qu'elles n'ont rien à y faire. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder un petit peu tous ces paramétrages parce que très rapidement, ça va collecter de la donnée alors que vous n'avez jamais consenti à cela. Euh, donc, on a également tout ce qui va être les Netflix, YouTube, Amazon. Bon, ça, je pense que vous en êtes rendu compte par la force des choses. Vos habitudes de navigation, ce que vous aimez visionner sur Netflix, ce que vous avez l'habitude d'acheter sur Amazon, ce que vous regardez également sur YouTube. Ah oui, vous avez toujours des publicités ou des vidéos ou des films qui sont suggérés parce que vous avez visionné tel truc ou tel truc. Netflix est hyper visible puisque vous avez des catégories qui indiquent on vous propose ces films-là parce que vous avez visionné tel film. Bon, là, c'est assez flagrant. Derrière, c'est aussi de l'intelligence artificielle qui tourne. La problématique, bon, ça va être de la collecte excessive de données au niveau de vos comportements. Mais ça va aussi créer ce qu'on appelle des bulles de filtre. En fait, ça va vous couper de d'autres choses que vous auriez peut-être apprécié de voir, parce que ça va vous cantonner à ce que vous avez l'habitude de regarder. Bon, là, je vous ai parlé des IA, entre guillemets, qui sont pas forcément positives. Vous en avez quand même qui sont très bien, hein. Vous avez des IA par rapport aux fraudes bancaires. On a fait énormément d'évolutions là-dessus. Vous l'avez peut-être déjà eu dans votre vie quotidienne. Il y a un achat qui est effectué. Vous partez à l'étranger, vous faites un achat à l'étranger. En général, votre banque, elle vous le signale. Il se passe des choses. Donc derrière, il y a quand même des algos qui tournent, qui vous protègent et qui vous préservent de tout ce qui est fraude bancaire. Vous avez d'autres applications, la montre par exemple connectée, tout ce qui est publicité ciblée. Toutes ces choses-là, c'est des technologies qui sont pas forcément que sur des points négatifs. Moi, mon message, c'est juste de vous dire d'en prendre conscience que c'est là, ça existe et vous le savez. Et après, vous décidez, vous avez envie de les transmettre, vous n'avez pas envie de les transmettre, vous voulez agir, vous voulez pas agir. Quand on peut agir, je suis d'accord, je sais que la plupart du temps, on me dit, bah oui, mais il y a des fois, on n'a pas le choix, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix en réalité. Ça veut juste dire qu'on va peut-être devoir moduler le service auquel on veut avoir accès. Mais déjà, quand on prend conscience que ça existe, on peut réguler les choses. Moi, je suis juriste RGPD, c'est pas pour autant que je donne mes données à personne. Et puis, moi aussi, je me fais spammer par tout le monde parce qu'il y a des endroits où j'ai laissé mon numéro de téléphone qui traînait, une adresse mail qui traînait. Mais si on n'y prête pas du tout attention, c'est encore pire. Donc voilà, essayez d'être vigilant par rapport à tout ça. Et l'intelligence artificielle ne va pas aider à ce que ça se réduise, même si ça a beaucoup de bénéfices, ça a aussi voilà, un côté un petit peu néfaste. Sur les idées reçues par rapport au RGPD et à l'IA. La première, c'est l'IA n'a pas de biais. Alors là, c'est complètement faux pour deux raisons. Déjà parce que les données d'entraînement sont biaisées. Forcément, on a vu énormément de cas où, notamment par rapport au recrutement, où en fait les CV qu'on sélectionnait le plus, c'était l'homme blanc de 40 ans, diplômé, voilà. Ça crée des inégalités. Donc à partir du moment où les données d'entraînement sont biaisées, et elles le sont. Et on n'y pense pas, mais les développeurs qui créent l'IA sont des humains, donc qui dit humain dit choix, dit forcément des biais. Donc il y a aussi des biais par rapport au choix des développeurs, forcément. Bon, mauvais, mais il y en a. Donc il faut toujours l'avoir en tête quand vous discutez avec une IA, elle est biaisée.
elle peut être biaisée par le prompt aussi que vous allez rédiger. Vous le voyez bien quand vous rédigez d'une manière ou d'une autre, vous posez la même question, vous êtes deux personnes, vous posez la même question, vous n'allez pas la poser de la même manière parce que bah, chacun a sa façon de poser ses questions, vous n'allez pas avoir la même réponse. Donc on peut aussi biaiser l'IA de cette manière-là. C'est pas grave, je veux dire, quand on discute avec un humain, il est aussi biaisé, mais quand on discute avec un humain, on l'a toujours en tête qu'il peut être biaisé. L'IA, on a tendance à l'oublier, donc ne l'oubliez pas, c'est aussi important de bien l'avoir en tête. Le deuxième mythe, c'est de se dire, bon, bah, si j'anonymise, il n'y a pas de RGPD qui s'applique. Sur le principe, c'est vrai. Si c'est vraiment une donnée anonymisée jusqu'au bout, il n'y a pas d'application du RGPD. Mais en réalité, c'est rare. Moi, je vous donne un exemple qui est à domicile, puisque c'est mon conjoint. Mon conjoint, il utilise également beaucoup de ChatGPT et compagnie. Il utilisait l'une des IA et il lui parlait de choses techniques de son travail, mais vraiment, pour le coup, il n'y avait pas de données personnelles là-dedans, quoi. Et je le regarde faire, puis au bout d'un moment, je lui dis, «Moi, je pense que l'IA, elle a déjà deviné des choses sur toi». Et il me dit: «Mais c'est pas possible, j'ai donné que des informations techniques, à aucun moment elle peut deviner des choses sur moi». Et je lui dis: «Bah, pose-lui la question, heu, de deviner dans quelle entreprise tu travailles». Il lui pose la question et l'IA l'a trouvé direct. Elle lui a fait un choix, les classant, et la première qu'elle a définie, c'était la bonne entreprise. Donc vous voyez, des fois, on donne aucune donnée personnelle et on peut avoir en réalité de la donnée personnelle. Bon là, je vous donne un exemple, c'est pas très grave, hein, l'IA connaît son entreprise, bon bah, elle connaît son entreprise, mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple que c'est pas parce qu'on donne aucune donnée personnelle que derrière l'IA ne va pas en tirer ses conclusions parce que elle a tellement de données dans son modèle d'apprentissage qu'elle recoupe les informations et elle peut retrouver finalement l'identité petit à petit de la personne qui lui parle en fonction de ce qu'elle lui dit. Troisième mythe, le RGPD empêche d'innover avec l'IA. D'ailleurs, j'aurais pu mettre l'IA Act empêche d'innover avec l'IA parce qu'on a ce débat également. Le fait que le RGPD empêche l'innovation tout court, ça a été déjà un premier débat quand le RGPD il est sorti. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup entendu. Encore, bah, il y a un an et demi, je faisais une conférence sur le RGPD auprès de la Chambre de commerce et l'une des participantes me l'a dit en me disant, mais c'est vrai que le RGPD, ça a bloqué notre travail, ça a complexifié les choses, on pouvait plus travailler, etc. Bon, moi, très pragmatique, je lui ai dit: «Concrètement, ça vous a fait perdre combien de chiffre d'affaires? Si ça a impacté, votre business, ça s'est ressenti de quelle manière? En impact financier, en impact de temps, en imp enfin, comment ça s'est ressenti?» Et la personne, elle me dit: «Ah non, non, mais financièrement, ça a absolument rien changé, c'est juste qu'on a dû changer nos pratiques et bah, mieux collecter les données». Bon, elle a pas dit mieux collecter les données, mais c'était l'idée. En fait, oui, effectivement, c'est venu changer et casser un peu les pratiques. Mais en réalité, à partir du moment où on respecte, la loi et on respecte, les clients qui nous transmettent des infos et on n'est pas en train d'abuser de ces informations, ça n'impacte pas tant que ça. Alors évidemment qu'il y a des sociétés que ça va impacter. Je pense typiquement à un client que j'ai eu l'été dernier. Euh, Lui, son métier, c'est de collecter des données de particuliers pour les revendre à des professionnels. Eh ben oui, effectivement, là, il doit maintenant collecter le consentement des gens. C'est plus la même chose. Mais lui, il est dans un domaine qui est vraiment très particulier. Donc, effectivement, ça a touché des domaines, mais c'est des domaines très, très, très ciblés, dont la data et notamment la donnée personnelle et le cœur du business. Et juste pour finir sur les RGPD, et après je fais le lien avec l'IA, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, notamment américaines, qui se sont tournées vers l'Europe parce qu'elles se sont dit, mais en fait, protéger des données, c'est peut-être pas forcément déconnant, parce que du coup, ça accentue la confiance de nos clients. Et donc, on va peut-être aller travailler avec les entreprises européennes et elles ont tourné le dos à certaines sociétés américaines. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des États-Unis, on a certains États américains qui ont adopté des quasi-équivalences avec le RGPD. Euh, sur l'innovation avec l'IA, la problématique, elle se pose également, évidemment. Je pense pas que l'intelligence artificielle, ce soit réellement un frein, le RGPD. En fait, ce qui va être un frein, ça va être pour les entreprises qui collectent des données de manière pas très légale. Typiquement, tout ce qui va pas respecter les droits d'auteur,
On a beaucoup d'IA et de toute façon, c'est une vraie problématique, notamment chez les artistes aujourd'hui, de se dire bah, comment je protège mon œuvre parce que l'intelligence artificielle, elle pompe tout ce qu'il y a sur Internet. Et derrière, j'ai des gens qui vont produire du contenu avec l'inspiration de mes œuvres. Donc, ça peut réellement être compliqué pour ces IA-là, effectivement, mais c'est parce qu'en fait, elles respectent déjà pas les règles en place. Euh, L'IA Act, j'y reviendrai après. Vous allez voir, lui, il va prôner beaucoup la transparence et il va faire une approche par les risques. Le RGPD, il va poser toutes les conditions par rapport à l'usage des données personnelles, mais en réalité, je pense que ça peut être bénéfique pour l'intelligence artificielle puisqu'on a le principe notamment de minimisation des données. En réalité, ça va faire en sorte que l'intelligence artificielle soit mieux calibré pour pouvoir produire des choses finalement plus pertinentes. Mais il y a un réel débat là-dessus et moi je suis complètement ouverte à la discussion. Forcément, je suis biaisée parce que moi je prône le RGPD et je suis juriste, mais évidemment, il y a des points de vue qui peuvent complètement être opposés à ce que je viens de dire. Parlons un peu plus de manière pragmatique, comment on intègre une intelligence artificielle dans son entreprise. Sur cette slide, je pense que le support vous sera transmis et dans tous les cas, comme il y a un replay, vous pourrez reprendre. Vous avez en bas de la slide le lien pour aller sur le site de la CNIL. En fait, la CNIL, elle a indiqué toutes les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD quand on intègre une IA. Donc là, c'est vraiment quand on intègre une IA au sein de sa structure. C'est pas quand on utilise une IA qui est mise à disposition du public. Donc, c'est des choses dont je vous ai déjà un petit peu parlé. On doit définir pourquoi on utilise une IA et on le définit à deux moments. C'est pourquoi on va créer un modèle d'apprentissage et à quel besoin on va répondre au moment de la production, c'est-à-dire du déploiement. La finalité peut être la même dans les deux, mais pas forcément. La base légale de la collecte de données doit être identifiée. Donc ça, c'est ce que je vous disais en préambule. On doit collecter de la donnée sur une base de licéité. Le contrat, l'obligation légale, le consentement, etc. Le principe de minimisation, je vous en ai déjà parlé. La durée de conservation qui doit être définie, donc je le rappelle, soit par une durée de temps, soit relative à un événement. Et dernière chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le droit des personnes. Donc, quand vous êtes un particulier et que vous transmettez vos données personnelles à une entité, vous avez des droits sur ces données-là. Vous avez le droit d'y accéder, vous avez le droit de demander la suppression, vous avez le droit de demander, mais l'entité peut toujours vous refuser, mais elle doit justifier son refus. Euh, et là, bah, s'il y a des données, et je vais y revenir quand je vais parler de mon étude de cas juste après, si des personnes veulent accéder à leurs données ou demander la suppression de leurs données, parce que par exemple la base de collecte de leurs données personnelles qu'on avait intégrée dans une IA, c'était le consentement, elles peuvent le faire. Donc il faut être hyper vigilant là-dessus. Si jamais j'entraîne un modèle d'IA, que je collecte des données de personnes qui m'ont donné leur consentement, mais que derrière elles le retirent, comment je fais? Je peux être bloquée. Donc c'est quand même primordial de penser à tout ça. Je vais vous faire une étude de cas pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est une étude de cas qui est réelle. C'est un cas que j'ai rencontré. Donc on avait une entreprise qui avait à peu près une entreprise industrielle, 40-50 ans, et on avait pas mal de salariés qui étaient dans l'entreprise quasiment depuis le début. Et on se retrouve à avoir énormément de salariés. Je crois que c'était un quart quasiment des effectifs qui, sur 2 ans, allaient être renouvelés parce que départ à la retraite. Et là, ils se sont rendus compte qu'avec le départ des salariés, il y avait un départ du savoir-faire de l'entreprise. Et comme l'intelligence artificielle commence à arriver, ils se sont posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelque chose en place? Donc là, ils réfléchissent et ils ont une idée, l'idée de se dire, OK, on va créer une IA qui va collecter le savoir-faire qui va collecter le savoir-faire des anciens collaborateurs pour que les nouveaux collaborateurs puissent y avoir accès, même après le départ à la retraite des salariés qui étaient déjà en place. Donc sur le principe, on se dit pourquoi pas, idée plutôt bonne.
Donc, la méthodologie qu'ils emploient, c'est la suivante. Donc, ils font appel à un prestataire hein, qui est spécialisé dans l'intégration d'intelligence artificielle au sein de structures. Et donc, la méthodologie, c'est de se dire, on va aller voir les salariés qui vont bientôt partir à la retraite, on va les enregistrer en train de parler et ils vont expliquer leur métier. Derrière, on a un logiciel qui retranscrit en direct à l'écrit les dires. Ensuite, on a tous ces écrits qui sont récupérés et on les envoie dans un modèle d'entraînement d'IA. On entraîne le modèle par les techniques qui auront été décidées. Et une fois le modèle entraîné, on met à disposition des nouveaux salariés, après quand même les avoir formés hein, sur le terrain, mais pour que, voilà, si les salariés qui les avaient formés sont partis à la retraite ou s'ils ne sont pas disponibles, ces nouveaux salariés puissent interroger l'IA pour avoir des compléments de réponse et s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'ils devaient faire. Donc ça, c'est la méthodologie. Euh, Là, il y a pas mal de problématiques qui se sont posées et je vais vous en donner quelques-unes. Sur les problématiques, donc je reprends un peu la méthodologie et je vous donne les problématiques à chaque fois. La première, c'était, première étape, on collecte auprès des salariés concernés en les enregistrant leurs connaissances et on a un logiciel qui retranscrit directement à l'écrit les dires de ces derniers. Moi, j'entends enregistrement, je suis juriste RGPD, j'entends enregistrement de la voix attribut de la personnalité, donc données personnelles. Je pose la question, on me dit non, non, mais il n'y a pas de souci, on n'enregistre pas, c'est juste que quand il parle, ça retranscrit en direct, la voix n'est pas enregistrée. En RGPD, s'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'RGPD. Donc à partir du moment où il parlait mais que ce n'était pas enregistré, du coup, il n'y a plus de problématique RGPD. Donc on passe à la suite. Moi, je pose ensuite la question, vos salariés, ils parlent, ok, ça retranscrit. Moi, je vois deux choses. Est-ce que quelqu'un va vérifier que les informations qu'ils ont indiquées sont vraies? Parce que bon, ben voilà, on peut se tromper aussi sur ce qu'on raconte. Et est-ce que le logiciel, parce que bon, on les connaît, les logiciels qui retranscrivent en direct, par exemple, les comptes rendus de réunion, est-ce qu'ils sont assez bons pour retranscrire de manière très fidèle par rapport à ce qu'a dit le salarié, ou à bien reformuler et ne pas mettre les a, toutes les hésitations qu'on peut avoir dans les phrases. Et là, ben, première vraie problématique qui se pose, parce qu'on me dit, ben non, on n'a personne qui vérifie les informations ou les défauts de transcription, parce que ça ferait une étape supplémentaire et du coup, ça ralentirait le process, on n'a pas envie de le faire. OK. On passe à la deuxième enfin, la deuxième étape dans la méthodologie, c'est ensuite on envoie ces éléments écrits dans le modèle d'entraînement de l'IA. Bon, moi déjà à ce moment-là, je me dis ça va être très compliqué parce que déjà on est en train d'envoyer des données dont on n'a pas vérifié la véracité et on n'a pas vérifié si elles étaient transcrites correctement. Déjà, ça part assez mal, mais continuons. Je leur explique, je leur dis là, vous êtes en train donc de mettre toute l'entièreté, mais c'est aussi ce que j'ai indiqué par la suite, mais c'est déjà à ce niveau-là, on met tout l'entièreté d'un savoir-faire d'une entreprise au sein d'une intelligence artificielle. Ça veut dire quand même qu'on met toute la valeur de l'entreprise, qui est celle du savoir-faire, enfin en tout cas une grosse partie de la valeur, dans une intelligence artificielle. Comment avez-vous sécurisé ces données-là? Où est-ce qu'elles sont stockées? Et le responsable du projet ne savait pas répondre à cette question. Et là, pour moi, il y a une grosse, grosse problématique qui est même au-delà du RGPD, qui est celle de la sécurité de l'entreprise et du business, de se dire, OK, je mets toutes les informations concernant mon entreprise dans un outil dont je ne vérifie même pas la sécurité. Et au-delà de ça, au niveau du RGPD, le lieu de stockage, on privilégie vraiment l'Union européenne parce que hors Union européenne, suivant les pays, ça peut être très complexe parce qu'on doit mettre en place pas mal de choses qui s'appellent des transferts de données qui peuvent engendrer, soit des fois on peut pas le faire et si on peut le faire, ça peut engendrer beaucoup de documentation alors on pourrait s'en passer. Et sur le modèle d'entraînement de l'IA, évidemment, vérifier la minimisation des données, puisque là, dans ce cas-là, on a quand même une personne qui parle et qui explique son métier, et on connaît tous des personnes qui, quand elles parlent de leur métier, donnent énormément d'informations qui ne sont pas forcément utiles sur la compréhension du savoir-faire de la personne. Et là, clairement, on va avoir un problème de minimisation des données, mais même au-delà de la donnée personnelle, de la donnée d'entraînement tout court de l'intelligence artificielle. Et là, on a
La troisième, c'est troisième étape de la méthodologie. On a le modèle qui est entraîné, il est mis à disposition des nouveaux salariés. Euh, Là, pour moi, il y a trois problématiques. Une que j'ai déjà citée, c'est le fait de mettre l'entièreté d'un savoir-faire d'une entreprise dans une IA. Et les deux autres, c'est la mise à jour de l'intelligence artificielle. Parce que quand on entraîne un modèle, il faut toujours le mettre à jour, surtout que là, bon là, vous allez me dire, on est dans une industrie qui est peut-être en place depuis un moment, donc ça évolue pas beaucoup, mais n'empêche que ça peut évoluer avec les technologies. Donc, ils n'avaient pas du tout envisagé l'évolution, comment on met à jour. Et la dernière étape, et là pour le coup, pour moi, elle vaut vraiment pour tout, c'est-à-dire quand on intègre une intelligence artificielle, mais aussi quand on utilise une intelligence artificielle au sein de sa structure par des salariés, une intelligence artificielle publique, c'est la formation. Il faut former les gens à utiliser l'IA de manière pertinente, de manière confidentielle. Voilà, il faut vraiment les former sur cet aspect-là. Bon, là, je vous ai énoncé quelques problématiques. En réalité, il pourrait en avoir plein d'autres. Je vous ai fait un tableau, vous le lirez tranquillement. Je ne vais pas forcément le détailler maintenant. Ça reprend quand même pas mal de choses que je vous ai dites. Euh, Vous avez par exemple donc définir une finalité. Bon, après, c'est des choses que dit la CNIL, hein. C'est pour les problématiques RGPD, c'est on définit une finalité, c'est-à-dire on définit pourquoi on utilise une donnée. Il faut respecter le principe de minimisation. Bon voilà, vous les lirez, il y en a beaucoup. Et on a aussi des problématiques qui sont propres à l'IA, qui peuvent même sortir de l'aspect juridique, mais en fait, en réalité, ça va venir se complémenter. Donc, si jamais vous décidez de créer une intelligence artificielle en interne, je pense que ces problématiques-là, ce tableau-là, ça doit être votre base de travail pour vous dire, est-ce que je me suis posé déjà toutes ces questions-là? S'il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, il y a peut-être un souci. Donc, n'hésitez pas à les creuser pour être certain de là où vous allez. J'arrive sur ma dernière partie, donc sur les réglementations actuelles et à venir. Donc, sur les réglementations actuelles, alors, j'ai déjà beaucoup parlé du RGPD, je ne vais pas forcément en rajouter. Je vais vous parler un petit peu de l'IA Act. Donc, l'IA Act, c'est un texte qui est en train de rentrer en application, qui a commencé en 2025, qui va continuer en 2026. Comme le RGPD, c'est un règlement européen, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer de manière directe dans tous les États de l'Union européenne. Donc la France en fait partie, bien évidemment. L'approche de ce règlement, il est un peu particulier. Il est ce qu'on appelle basé sur les risques. Donc là, il y a cette pyramide-là que vous voyez, c'est un petit peu l'approche de se dire, OK, si on a des traitements de données qui sont vraiment à risque, et donc ils vont être définis par l'IA Act, alors ils sont par définition prohibés. Et après, en fonction du niveau du risque, vous allez avoir des obligations à remplir. L'IA Act, faut pas oublier qu'il se couple au RGPD, c'est pour ça qu'il y a plein de points qu'il n'aborde pas forcément, puisque le RGPD les aborde. Je pense principalement à la transparence des modèles, qui est déjà un principe RGPD, mais qui en réalité est encore un sujet, puisque on n'a pas vraiment de modèle qui est transparent sur son modèle d'apprentissage. Et en réalité, la question se pose sur est-ce qu'ils peuvent l'être, parce que est-ce qu'ils savent réellement, je pense notamment à toutes les IA publiques génératives, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'il y a, puisqu'on a beaucoup d'IA qui sont aujourd'hui connectées en direct à Internet. Et donc là, on a un vrai sujet à ce niveau-là. Mais en France, on n'a pas que l'IA Act et le RGPD. Je voulais quand même vous rappeler qu'on a d'autres lois, notamment le droit du travail, la propriété intellectuelle avec toutes les problématiques de droit d'auteur. Et en interne, on peut avoir la charte informatique aussi. Et de plus en plus, on met en place des chartes qui sont propres à l'intelligence artificielle. Je vous invite, si ça n'a pas déjà été fait, de modifier votre charte informatique pour vraiment intégrer, avoir une partie propre à l'usage de l'intelligence artificielle en interne. Si vous n'avez pas de charte informatique, à minima, mettez ça dans un contrat de travail, allez le modifier. Aujourd'hui, de toute manière, on va pas pouvoir y échapper. L'intelligence artificielle, elle est partout. L'intelligence artificielle générative encore plus. On a de plus en plus d'IA qui sont spécialisées dans des domaines qui deviennent très efficaces et elles vont être utilisées.
Donc, je pense que c'est intéressant quand même de l'anticiper, ne serait-ce que dans vos documents juridiques pour vous préserver. Et je vous invite aussi à former et à sensibiliser vos salariés sur le sujet parce que le but reste quand même que, ils ne fassent pas de bêtises et qu'ils ne transmettent pas des données qu'ils ne sont pas censés transmettre à cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont en discussion. Je peux rien vous donner de concret parce qu'on n'a rien de concret. Par contre, on a beaucoup de thématiques qui sont discutées. Alors, quand je vous dis en discussion, c'est principalement au niveau européen. Donc, on a tout ce qui est la réglementation spécifique aux IA génératives. Donc, l'obligation de mentionner clairement que le contenu est généré par IA. Vous avez même des logos officiels qui disent généré par IA, assisté par IA, ou pas du tout utilisé par l'IA, mais en général, celui-là, on ne le met pas. Préserver la désinformation, se préserver de la désinformation, des deepfakes, des violations de droits d'auteur. Donc là, bien évidemment, mais ça valait déjà avant l'IA, mais c'est encore plus fort aujourd'hui. Quand vous recevez des mails, de plus en plus, ils sont quand même assez bien faits et on a du mal à voir si ce sont des vrais mails ou justement des mails d'hameçonnage, etc. Donc faites attention à ça. Évidemment, encadrer les données d'entraînement, faire attention à toutes les œuvres protégées et aux données personnelles. On a aussi des discussions sur la reconnaissance faciale. C'est un vrai sujet euh, de savoir si on l'interdit, si on le limite pour éviter les dérives. On a également des sujets sur la traçabilité et la documentation des modèles d'IA. Donc, avoir une documentation technique pour savoir exactement comment l'IA a été entraînée, quelles données a été utilisées, comment sont gérés les biais, etc. On a des règles en discussion sur le droit numérique, donc savoir le droit de savoir pour nous si une IA a été utilisée, le droit de s'opposer à un traitement automatisé, de demander une révision humaine, euh, ou le droit encore de la portabilité des données, même si c'est traité par une IA. Donc la portabilité des données en RGPD, c'est le fait de demander que ces données soient transmises d'une entité A à une entité B. C'est un droit qu'on n'utilise pas beaucoup. On peut le voir, par exemple, pour son dossier médical. C'est pertinent de l'utiliser si on change le médecin traitant, on peut demander la portabilité de son dossier médical. Euh, donc voilà, c'est de se dire, on peut utiliser ce droit aussi si les données sont traitées par une IA. Et il y a aussi, parce qu'il y a quand même, j'en ai pas du tout parlé, mais je pense que vous l'avez en tête, il y a un enjeu éthique et environnemental hein, avec l'usage de l'IA. Donc c'est de se dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un label européen pour certifier que les IA sont respectueuses des droits, sont respectueuses de l'éthique? Euh, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, si vous êtes dans des structures avec des politiques RSE, responsabilité sociétale des entreprises, si vous intégrez une IA, ça peut avoir un impact sur votre politique RSE, donc il faut l'avoir en tête parce qu'il y a c'est pas encore, c'est pas mon domaine et c'est pas l'objet aujourd'hui de cette discussion, mais gardez en tête qu'il y a aussi un impact environnemental par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle qui a tendance à se réduire, mais qui est quand même encore là, donc il ne faut pas le négliger. J'en ai fini de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute.